Et si choisir de ne pas avoir de relations sexuelles était aujourd'hui l'un des plus grands actes de liberté personnelle? Dans une époque où le sexe est partout, finalement, qu'est-ce que ça veut dire de décider de dire non ou de décider d'attendre? Ça peut sembler fou et pourtant, de plus en plus de personnes font ce choix. Parfois, c'est par conviction, parfois, c'est pour leur guérison et parfois, c'est simplement par envie de se retrouver avec soi-même. Aujourd'hui dans Open, vous l'avez compris, on va parler d'abstinence sexuelle. Sur le plateau, 2 jeunes femmes viendront partager leur expérience, pourquoi elles ont décidé de dire stop et surtout comment elles vivent ce choix au quotidien. On aura également une conseillère qui nous aidera à comprendre ce que c'est que l'abstinence, mais surtout ce que ça dit de nous, de notre rapport au désir, notre rapport à l'amour. Nous découvrirons aussi vos témoignages anonymes, vos interrogations et parfois même vos combats très silencieux. Et comme toujours, je vous proposerai des ressources pour aller beaucoup plus loin. Je suis Paola Audrey-Menguet et vous regardez Open. Alors, nous sommes sur le plateau d'Open avec un sujet, j'ai envie de dire, à la fois très brûlant et très froid, c'est l'abstinence sexuelle. On va en parler avec un plateau 100% féminin. Je vais d'abord commencer par présenter mon acolyte toute de bleu vêtue, c'est Méliane. Comment ça va? Ça va très bien, Paola. Et toi? Ça va très bien, j'ai hâte d'aborder ce sujet. Toute de vert vêtue. Voilà. J'ai hâte d'aborder ce sujet. Tu vas nous parler tout à l'heure au niveau de ta chronique d'une personnalité, on va pas dire laquelle, mais une personnalité publique qui a été, comment dire, souvent entendue sur le sujet. C'est un homme. Et qui nous a fait une petite révélation ces derniers jours concernant son abstinence sexuelle, justement. Effectivement, c'est un sujet qui fait couler tellement d'encre, qui suscite beaucoup d'interrogations. Donc, on va se pencher dessus tout à l'heure. On va se pencher dessus tout à l'heure. Très bien. En attendant, on va présenter les invités sur le plateau. Je vais commencer, elle est toute de bleu vêtue aussi. C'est Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Paola. Comment ça va? Ça va bien, j'espère que vous aussi. Ça va très bien, merci beaucoup. Alors vous avez 28 ans, vous êtes entrepreneur. C'est ça. Et donc, vous avez accepté de venir nous parler de votre choix d'être abstinente. On va revenir dessus ensemble tout à l'heure. De l'autre côté d'Émilie, alors elle est en rose. Alors, j'aime vraiment, on dirait qu'on s'est toutes coordonnées alors que pas du tout. Et alors, il s'agit de Ndeye. Bonsoir Ndeye. Bonsoir Paola. Comment ça va? Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Ça va très bien, merci beaucoup. Alors bon, déjà, on va toutes se tutoyer, ce sera plus simple. Donc, voilà, donc Ndeye, tu as 30 ans. Tu es assistante informatique et commerciale. Et toi, j'ai envie de dire un peu quelque part, comme Émilie aussi, c'est quand même un peu pour motif, on va dire, de croyance religieuse que tu as décidé de devenir abstinente. On va en parler. Merci encore en tout cas d'être là. Et vous le savez, Open, c'est aussi quand même entendre des témoignages, des histoires vraies, mais aussi quand même avoir le point de vue d'une experte. Et on est content de la recevoir sur le plateau. C'est Elvira. Bonjour Elvira. Bonjour Paola. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, je précise, donc Elvira est thérapeute de couple et sexothérapeute, donc ça tombe très bien parce que les deux sujets, je pense, vont être abordés justement sur cette question. Donc voilà, on a posé un peu le décor sur cette thématique de l'abstinence sexuelle. J'ai envie de commencer avec Émilie. Donc je le disais, tu as 28 ans, tu es entrepreneur. À quel moment tu as commencé à te faire une réflexion justement sur ta sexualité et te dire, tiens, peut-être que j'ai pas envie de sauter le pas tout de suite? Bon, déjà, il faudrait savoir que j'ai grandi dans un milieu assez religieux. D'accord. Et je peux demander quelle religion, du coup? Je suis chrétienne. D'accord. Voilà, et déjà, dès le bas âge, on nous apprend un peu de tout, voilà, concernant la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais le déclic est venu quand j'ai véritablement eu conscience de l'existence de Jésus. Et donc, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et il m'a vraiment parlé de plusieurs choses, notamment l'abstinence. Et je me suis dit, pour me protéger moi-même, voilà, parce que l'abstinence sexuelle, c'est quelque chose de valorisant. Ça valorise déjà. Quand on choisit d'être abstinent, on se valorise en tant que personne, que ce soit un homme comme une femme et tout ça. Et on se protège aussi également. Voilà, on se protège biologiquement parlant, émotionnellement parlant et aussi spirituellement parlant. Donc voilà un peu sur quoi ma foi, ma conviction est basée. D'accord. Donc en fait, il n'y a jamais eu de doute puisque, grosso modo, de ce que tu dis,
finalement, ce message-là, tu l'entends depuis quelques années quand même. Si. Mais évidemment, bon, quand on grandit, on est en face de tentation, voilà, bien entendu. Oui. Et on est assez jeune et tout ça. Et du coup, arrivé un moment, oui, j'ai eu des doutes. Tu as eu des doutes? Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? 17 ans. Ah oui, ça c'est un âge... Voilà. Ça devient compliqué, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, voilà. Et avec les pulsions aussi sexuelles, tout ça. Oui, donc c'était assez, c'était assez compliqué, mais le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir tenir ferme. D'accord, très bien. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais merci déjà pour cette première entrée en matière. Ndeye, un peu même question. Comment ce sujet finalement est arrivé avant que tu prennes la décision justement de patienter? D'accord, ça a commencé à la même année de ma conversion, déjà en 2018. Conversion d'où à où? Avant, en fait, j'avais pas de relation véritable avec Jésus, en fait. J'étais juste comme ça, j'allais à l'église de temps en temps, voilà. Mais quand il y a eu le déclic, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je prenne réellement ma relation avec Jésus au sérieux. Et j'ai eu une conviction de m'abstenir. Voilà. Et ça dure depuis 7 ans. Depuis 7 ans? Depuis 7 ans. J'ai eu la conviction, avant même d'entendre ça dans une quelconque église. Voilà, le Seigneur m'a vraiment révélé ça. Et aussi pour une discipline. En tant que femme, il faut que je me discipline, il faut que j'apprenne à maîtriser mes pulsions sexuelles. Voilà, et depuis, ça va. Et j'ai moins de gourmets. Voilà. D'accord. Moins de gourmets. Là, tout de suite, je pense que ça en a intéressé certaines. Très bien. Alors, dans ce que je comprends dans vos deux cheminements, finalement, c'est que d'une part, on a Émilie pour qui ça, on va dire, ça a toujours été quelque part dans le décor, et puis finalement, progressivement, ça s'est construit. Ndeye, toi, c'est vraiment arrivé au moment où tu as décidé, j'allais dire quoi, de prendre ta vie spirituelle en main. Exactement. Et du coup, tu l'as intégré comme ça, c'est-à-dire que ça n'a pas été une autorité religieuse qui te l'a recommandé, c'est pas tes lectures. Non, ça a été un choix. Ça a été un choix. Ouais. Ok, très bien. Émilie, j'ai envie de demander, je reviens rapidement sur ce que tu as dit sur la phase de tentation. 17 ans, on est encore avec les copines, on est avec les amis, etc. Comment justement la question de la sexualité est arrivée? Est-ce que tes copines étaient au courant que tu avais fait le choix d'être abstinente? Oui, dès le départ. En fait, je suis quelqu'un de très direct. Du coup, quand je ne veux pas faire quelque chose, je le dis. Donc, j'étais dans un environnement où il y avait plusieurs modes de vie et tout ça. Et donc, moi, j'ai décidé de vraiment être franche vis-à-vis de mes amis et de leur dire que moi, je ne fais pas. D'accord. En fait. Comment les amis ont réagi? Bon, elles n'avaient pas trop le choix, quoi. En fait. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu l'impression que tu ratais un petit peu quelque chose par rapport à tes copines qui étaient... Non, pas franchement. Non. Pas franchement. Okay. J'ai pas eu de moment où j'ai envié les autres, non. Donc, je veux dire, elles ont... Quand tu es ami avec quelqu'un, tu respectes voilà, justement le choix de la personne. Donc, ça a été... voilà. C'était assez simple. Et quand tu parlais justement des moments de tentation, c'était quoi? C'était par rapport à peut-être un coup de cœur pour un garçon qui, lui, voulait aller plus loin, plus vite? Ou c'était des pulsions purement hormonales? Bon, je vais dire les deux. D'accord. Les pulsions hormonales et puis les différents hommes, jeunes hommes qui venaient m'aborder et tout ça. Donc, est-ce que tu leur en parlais déjà d'office en leur disant, alors, je suis peut-être intéressée, mais par contre, sur le sexe, zéro pour moi pour l'instant? Je ne sais pas si... Bon, on a l'habitude de dire que le comportement d'une personne n'est pas écrit sur son front. Oui. Mais moi, déjà, dès qu'ils me voyaient... Ils savaient déjà. Voilà, en fait. Et bon, il y a eu des fois, il y a eu des cas où vraiment la personne en face de moi a voulu négocier et tout. Mais voilà, j'ai... Tu as tenu ferme, tu as dit non. Dit non. Pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Tu ne veux pas marcher avec moi par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, on se libère. D'accord. Voilà. Ok. Une jeune femme avec beaucoup de poigne, c'est important. Très bien. Ndeye, tu nous as dit que ça fait 7 ans. Alors, j'aurais une myriade de questions. La première, ce serait, est-ce qu'il y a eu un moment, un cap, où tu as senti que là, ça va? C'est-à-dire que tu es rentrée dans une phase où maintenant l'abstinence, ça ne te dit plus rien. Et est-ce qu'il y a eu un moment avant où c'était particulièrement difficile pour toi?
C'était difficile dès la première année. La première année? Oui, parce que tout début est vraiment compliqué. C'est vrai, tu as la révélation et tout, la conviction. Mais arrivé à un certain moment, tu es dans la pratique maintenant. Donc, ça devient difficile. Il y a les tentations, ce que tu n'as pas eu avant. En couple à ce moment-là? Oui, au début, j'étais en couple. Quand j'en ai parlé à mon ex, il m'a dit comme ça que lui n'était pas intéressé. Oui. Mais c'est logique, parce qu'il n'a pas eu la conviction comme moi. Il n'a pas fait le choix comme moi. Donc, c'est normal. Et vous vous étiez mis ensemble avant que tu fasses ce changement-là? Bien sûr, bien sûr. Donc, il fallait là que je fasse un choix assez crucial. Soit je quitte dans la relation, soit je continue de me faire tenter. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai décidé de partir, parce que ma relation avec Jésus est meilleure que celle avec cet homme, parce que c'était déjà toxique avant. Hein. Ah, d'accord. Donc, j'avais rien perdu. Ça a précipité un tout petit peu la fin. J'avais rien perdu. Très bien. Et donc, tu disais que la première année, ça a été difficile. C'était quoi les tentations? C'était quand tu as rencontré d'autres hommes ensuite? Oui, bien sûr. En fait, avant, il y avait un type d'homme que je ne rencontrais pas. Mais depuis que j'ai décidé de m'abstenir, les mannequins, les trucs... en tout cas, j'ai failli tomber, j'ai trébuché, mais je ne suis pas tombée. Bravo. D'accord. Mais en fait, ça a presque envie... on se demande si, quelque part, ces hommes-là ne sentent pas le truc. Le truc. En fait, quand une femme a décidé justement de ne pas céder et que quelque part, ça crée une forme d'attraction. Je poserai la question à Elvira tout à l'heure. Elle nous dira ce qu'elle en pense. Et donc, depuis 6 ans, ça va mieux. Enfin, tu gères mieux la situation. Est-ce que je peux demander aujourd'hui si tu es en couple? Non. Non? Non. Au début, c'était un peu difficile quand les hommes venaient vers moi et que je leur disais que j'étais abstinente. Ils me disaient comme ça, il n'y a pas de souci, mais ils partaient sans donner d'explication et tout. Au début, c'était quand même frustrant pour moi, en tant que femme et tout, mon ego et tout. Mais arrivé à un certain moment, j'ai compris que j'ai ma dignité à préserver. Et un homme qui vient vers moi pour ça, il n'en vaut pas la peine. Quelqu'un qui m'aime, il apprendra à m'aimer sans ça. Et en plus, c'est pas définitif, c'est pas... Voilà, c'est jusqu'au mariage. D'accord. Voilà, c'est la condition, c'est jusqu'au mariage. Okay. Tu m'aimes, tu veux vraiment de moi, on évolue jusqu'au mariage. Voilà. Et là, ça me montre en fait le type de personne qui m'approchait. Donc en fait, tu t'en sers peut-être aussi comme un filtre, comme Émilie, hein, ça sert de filtre. Hein. Exactement. Très bien. Et avant qu'on passe à la rubrique suivante, ma question sera peut-être pour vous deux. Est-ce qu'il y a des jours où vous vous dites quand même que vous êtes passé peut-être à côté de quelqu'un avec qui ça aurait pu donner quelque chose de très intéressant et que finalement votre décision d'être abstinente vous a peut-être, gâché une potentielle relation amoureuse qui aurait pu être belle? Bon, non. Moi, personnellement, non. Parce que je me dis, comme Indé l'a dit, c'est mieux de garder sa dignité pour le jour J. C'est-à-dire que pour le mariage, c'est mieux de préserver ça. En fait, quand je regarde à tout ce que j'aurais pu, ou bien que j'ai pu perdre, on va dire ça comme ça, ça n'a pas de poids à ce qui m'attend après le mariage. Moi, ça m'emmène à une question. Est-ce que pour toi, ce serait important aussi que ton partenaire, du coup, ait suivi ce même cheminement? Oui. Ok. Ouais, quand même important. D'accord. Oui. C'est-à-dire que tu veux un partenaire qui, avant toi, s'est abstenu. D'accord. Abstenu, oui. D'accord. Okay. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un partenaire qui a un fondement différent du mien. On ne va pas s'accorder. Ok, d'accord. Très, très bien. On va continuer cette discussion en lisant les témoignages qu'on a reçus sur le sujet. Je crois qu'on a 3 ou 4. C'est parti pour la rubrique témoignages. Alors, nous sommes dans la rubrique témoignages. On en a eu quelques-uns. On va les déjà remercier, toutes les personnes qui ont pu m'écrire sur ce sujet sur les réseaux sociaux. Je vais commencer par lire le premier et puis sur le plateau, vous n'hésitez pas à réagir. Bonjour Paola, je voulais te partager mon expérience. Je suis une jeune femme de 24 ans. J'ai choisi de rester abstinente jusqu'au mariage par conviction religieuse, donc comme nos 2 invités ici. Parfois, c'est lourd à porter, même dans nos propres cercles amicaux.
On nous fait passer pour des femmes, entre guillemets, coincées ou hors du temps. Et je vois Ndeye qui hoche la tête. Est-ce que vous pourriez demander à la spécialiste comment trouver un équilibre entre ses choix personnels et la pression constante de la société et des fréquentations? Ok, ça c'est une bonne entrée en matière déjà en termes de questions. Elvira, est-ce que... Oui. Une réaction? Alors, en réaction déjà, merci toutes les deux pour vos témoignages. C'était très intéressant et très instructif. Là, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, l'abstinence sexuelle est en majorité provoquée par les convictions religieuses. Après, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories d'abstinence. Donc, il y a l'abstinence temporaire, l'abstinence permanente, l'abstinence secondaire, primaire et sélective. Donc, l'abstinence temporaire, donc c'est ce que décrit un peu Ndeye, c'est par exemple jusqu'au mariage, donc il y a une date limite. Ça peut être parce que, par conviction religieuse, par maladie, des soucis de santé, voilà. Ensuite, il y a l'abstinence permanente, donc ça, c'est vraiment des personnes qui sont les vœux religieux, par exemple les frères musulmans, les sœurs d'église, voilà, religieuses. Ensuite, il y a l'abstinence primaire, donc c'est toutes les personnes qui n'ont jamais eu de relations sexuelles, donc les enfants, les adolescents, les adultes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir un partenaire. Et il y a l'abstinence secondaire, donc ça c'est un peu ce que représente un peu Ndeye, c'est des personnes qui ont déjà eu des relations sexuelles et puis par conviction religieuse ou par conviction personnelle ou par autre chose ont décidé de ne plus avoir de relations sexuelles. Ça rejoint un petit peu l'abstinence temporaire parce que donc ça peut être du coup par rapport à le mariage, etc. Ensuite, il y a l'abstinence sélective. Donc, certaines personnes ne sont pas d'accord pour dire que c'est de l'abstinence, mais c'est de l'abstinence parce que ce sont des personnes qui ont choisi de ne pas pratiquer certaines pratiques sexuelles. D'accord. Donc, c'est vrai que certains sexothérapeutes ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais les préliminaires, pour certains, c'est pas de la pratique sexuelle. Pour beaucoup, la pratique sexuelle commence à partir du coït, etc. Mais une personne qui est abstinente sélective, elle va, par exemple, refuser le coït ou refuser le sexe oral. C'est de l'abstinence sélective. Voilà. Et là, ce que je vois, donc, c'est de l'abstinence primaire avec de l'abstinence temporaire, donc jusqu'au mariage. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec l'ère du temps, avec le fait qu'on parle énormément de sexualité, etc., c'est difficile. Pour la pression constante de la société, effectivement, les fréquentations. Moi, j'ai envie de dire que, comme Émilie, pardon, quand on est convaincu et qu'on a vraiment cette foi en ce qu'on fait, moi, je dis que c'est beaucoup plus facile de se rapprocher des gens qui nous comprennent. Le cercle d'amis, et c'est ce que disait, c'est toujours Émilie qui disait, qui comprend, c'est des vrais amis. Des amis qui vous rabaissent, qui vous humilient, ça peut être compliqué, et aussi savoir si est-ce que la relation, elle n'est pas un petit peu toxique avec ses amis par rapport à ça. Parce qu'on peut rigoler une fois, deux fois, mais à partir d'un moment... Donc voilà. Si on a des amis qui nous embêtent un peu trop sur ces choix-là, peut-être qu'il faut revoir son cercle amical. D'accord, très bien, je pense que c'est un très bon conseil. Après, je dirais les convictions religieuses, ça va aussi un peu avec l'éducation qu'on a reçue et savoir est-ce que pour vous la sexualité, qu'est-ce que ça représente en fait? Est-ce que c'est quelque chose de pervers? Est-ce que c'est quelque chose de sale? Parce que quand on a vraiment la définition de la sexualité, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de divin, ça insuffle le souffle de la vie, c'est magique, c'est divin, c'est quelque chose où on se connecte. Donc, préserver ça pour son partenaire, ok, mais si on se met des barrières pour se dire que la sexualité c'est sale, donc du coup je préfère le faire avec une seule personne, ça n'a pas la même dynamique. La même dynamique, tout à fait. Et je pense qu'on va en reparler d'ailleurs dans la suite des témoignages. Je vais lire le deuxième rapidement. Alors, hello, depuis plus d'1 an, j'ai décidé de mettre ma sexualité en pause parce que je me suis rendu compte que je m'étais perdue à force de multiplier les relations sans amour. Le message est d'un homme, si c'était pas clair. Aujourd'hui, j'ai envie de me reconstruire, mais parfois j'ai peur de devenir, entre guillemets, insensible au désir ou que je ne puisse plus être suffisamment, entre guillemets, émoustillée pour satisfaire ma future partenaire. Peut-on vraiment retrouver une sexualité épanouie après plusieurs années d'abstinence volontaire? Très rapidement, Elvira.
Oui, alors très rapidement, c'est vrai que quand on parle de sexualité, on parle d'énergie. Et là, ce dont, moi je le lis un petit peu, c'est comme ça que ça résonne en moi. L'énergie sexuelle, c'est, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les hormones qui sont sécrétées pendant l'orgasme, sérotonine, endorphine, oxytocine, tout ça. Les hormones du bonheur, non? Les hormones du bonheur, les hormones de l'amour, tout ça. Et quand on distribue trop cette énergie-là, parce que l'énergie sexuelle, c'est extrêmement puissant, hein, vraiment. D'ailleurs, même les sportifs de haut niveau, avant une compétition, ne font pas de sexe parce qu'ils ont vraiment besoin de concentrer leur énergie. Quand on la diffuse trop, c'est comme quand on mange trop, c'est mauvais. Une énergie, elle doit être bien utilisée. Quand elle est mal utilisée, elle peut faire des dégâts. Quand on mange trop, on n'est pas en bonne santé. Hein. Quand on peut-être un peu trop de dispersion au niveau de la sexualité, on peut avoir du dégoût, de l'insensibilité, etc. C'est vrai que là, je pense qu'après plusieurs années d'abstinence sexuelle volontaire, oui, effectivement, quand on se dit, voilà, c'est toi que je choisis pour pouvoir diffuser, pour pouvoir partager cette énergie-là, on peut s'épanouir, oui, effectivement. On peut s'épanouir, très très bien. Troisième message, ou témoignage du moins. Donc, bonjour Paola, je n'ai pas vraiment parlé de ça publiquement, mais j'ai subi une agression sexuelle il y a plusieurs années. Depuis, même si je travaille dessus avec un thérapeute, je n'arrive pas à me sentir prête pour une nouvelle relation intime. Je vis une abstinence qui n'est pas totalement choisie, mais que je n'arrive pas non plus à, entre guillemets, forcer. Je t'avoue que je suis un peu perdue. Bon, alors j'ai envie de dire à la personne déjà merci pour le message et je crois on travaille avec un thérapeute. Bon, je pense qu'il faudrait se laisser le temps. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais il faut aussi peut-être laisser le temps de la guérison quelque part. Hein. Il faudrait que ça arrive. En tout cas, merci à elle. Et on va lire le dernier témoignage. Alors Paola, je voulais témoigner anonymement parce que je me sens un peu en décalage. Je suis un homme de 39 ans. Je n'ai pas de traumatisme particulier, pas de motivation religieuse non plus. Mais depuis quelques années, je ressens de moins en moins d'envie sexuelle. J'ai choisi de rester abstinent sans que ce soit une souffrance, mais parfois, je me demande si c'est, entre guillemets, normal ou si je devrais consulter. Est-ce que l'abstinence prolongée peut être un symptôme d'autre chose, même quand on ne le vit pas mal psychologiquement? Avant d'avoir Elvira, je veux déjà avoir des réactions sur le plateau, parce que j'aurais d'autres questions pour Elvira. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces témoignages, celui-là ou un des précédents, hein? Oui. Par rapport aux amis. Qui taquine un peu là-dessus, oui. J'ai un témoignage par rapport à ça. Au début de ma conversion, quand j'ai décidé de m'abstenir, j'avais des amis qui ne comprenaient pas. Ils se moquaient carrément de moi. Ah bon? On me disait, mais tu es sûre que tu peux avoir un homme qui ne va pas vouloir te toucher et être avec toi jusqu'au mariage, mais tu es folle. Et ça commençait vraiment à avoir de l'impact sur moi. Et après, j'ai compris qu'il fallait que je change carrément de cercle d'amis. Voilà. Et après, heureusement, maintenant, j'ai des amis qui ont les mêmes convictions que moi, qui sont dans l'abstinence des hommes comme des femmes. C'est pas vraiment un problème pour eux, parce que voilà, la Bible même le dit. Donc, c'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà. D'accord, très très bien. Émilie, sur celui-là ou un autre, hein? Moi, c'est sur celui-là que je veux intervenir. Elle a parlé de convictions religieuses. Déjà, en tant que religieux ou bien chrétienne, je ne sais pas sa dénomination, il faudra se dire que l'abstinence sexuelle est une chose normale. Moi, je vais partir sur la Bible. Quand on prend le cas de Adam et Ève, de Genèse 1 à Genèse 4, la Bible n'a pas dit, c'est pas écrit dans la Bible que Adam et Ève se sont connus. C'est à partir du chapitre 4 que Adam a connu Ève, c'est-à-dire ils ont eu une première fois, une relation sexuelle entre eux. Donc, à la base, l'abstinence sexuelle, c'est une chose normale. Il faudrait déjà que la dame ou bien le monsieur, je ne sais pas, se dise que c'est une chose normale d'être abstinente jusqu'à son mariage. Et puis, deuxièmement, comme Ndé a dit, s'entourer de personnes qui nous comprennent. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si aujourd'hui, elle se met en face, ou bien il se met en face de personnes qui se moquent de son choix, de sa conviction, tout ça, il faut simplement fuir ces personnes-là. Voilà. Carrément. Simplement fuir ces personnes. Complètement. Voilà. L'entourage, c'est important. Voilà, c'est important de s'entourer de bonnes personnes. En général, même quand tu prends une décision, c'est important d'avoir autour de toi des gens qui la comprennent. Voilà. Moi, j'ai même envie de dire que les personnes n'acceptent pas chez toi ce qu'ils n'acceptent pas chez eux. C'est une décision qui t'appartient, donc il n'y a pas besoin de polémiquer, disons, dessus. Là-dessus, tout à fait. Et justement, puisque vous avez la parole, Elvira, j'allais vous demander un peu avec votre regard d'expert, peut-être une question un peu bête, mais
est-ce qu'il y a à partir de quand on considère qu'on est abstinent? C'est-à-dire que si je prends peut-être le cas de Ndeye, qui peut-être avant cette décision-là n'était pas abstinente, voilà, si on a eu une vie sexuelle, entre guillemets, normale, active, à partir de combien de temps sans relation sexuelle on tombe dans l'abstinence, pardon. Est-ce que c'est 1 mois? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 1 an? Il n'y a pas de temps. C'est quand on l'a décidé, voilà. C'est comme quand on se convertit. Voilà, là maintenant, je suis devenue chrétienne, je suis devenue musulman. On décide. Donc c'est comment dire? C'est se dire, voilà. j'ai décidé de m'abstenir d'avoir des rapports sexuels. C'est ça. C'est là qu'on considère qu'on est abstinent. Oui, mais à ce moment-là, si tu décides et que le lendemain, tu cèdes à une tentation. Oui, bon, après ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué de se dire, c'est comme quand on arrête de fumer. Le lendemain, c'est voilà, 2 mois plus tard, tu cèdes à une tentation. Voilà. Est-ce qu'on considère que tu n'es plus abstinent à ce moment-là? Là, on n'est plus dans l'abstinence, mais il y a eu une abstinence temporaire. Voilà, pendant 2 mois, il n'y a pas eu de relations sexuelles, etc. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont une abstinence qu'on dit, qui subissent. Par exemple, les célibataires qui n'ont pas eu de relation pendant 3 ans, 4 ans. Je ne vais pas dire qu'ils sont devenus abstinents à partir de 1 jour. C'est une abstinence qui a été subie. La Ndeye, elle est dans une abstinence qui est choisie. Donc, elle a décidé à un moment donné et elle a tenu, et bravo. Hein, ça, je tiens quand même à le dire. 7 ans, franchement. Oui, 7 ans, vraiment, surtout quand on a connu les plaisirs de la chair, comme on dit, de se dire que là, maintenant, stop, ça suffit, on arrête. Il y a un témoignage qui m'a aussi frappée, c'était le 3e, je crois, d'une femme qui a été, du coup, traumatisée, je ne sais plus. Là, c'est une abstinence qui a été subie. J'ai envie de dire que c'est peut-être... ça me fait penser aux femmes qui souffrent de vaginisme. Oui. Là, c'est le corps ce que c'est le vaginisme. Alors, le vaginisme, c'est la contraction des muscles du vagin au moment de la pénétration. Donc, c'est vraiment quand le pénis, donc du coup, de l'homme se présente, et le vagin se ferme tellement fort qu'on ne peut plus avoir de pénétration. Ça pose vraiment beaucoup de problèmes parce que, du coup, dans des couples, ça pose des problèmes de couple et on ne peut pas concevoir parce que sans pénétration, c'est compliqué. Et souvent, le vaginisme est dû à des traumatismes, tout simplement, à des histoires qu'on se raconte, à des viols, à des attouchements, à des agressions sexuelles, etc. Et quand on se fait suivre par un thérapeute, il faut vraiment être prêt. C'est extrêmement violent de se confronter encore à son traumatisme, à son agression, etc. Mais il n'y a que par là qu'on peut essayer d'en sortir. Il n'y a que par là. C'est vraiment faire une introspection sur soi et de se dire, voilà, il faut que j'en sorte, etc. Mais le vaginisme aussi est causé aussi par des convictions religieuses parfois. Quand on a été élevé, c'est le cas d'Émilie, ça va rentrer, je vous assure. En plus, c'est joli. C'est le cas. On a été bercé, élevé, éduqué par rapport à l'abstinence et parfois, et je l'entends beaucoup, chez des pasteurs, des dirigeants d'église qui font un raccourci comme la sexualité, c'est la perversion, c'est le mal, ne tombe pas dans la sexualité. Sexualité égale perversion. Waouh, quel raccourci! Ce n'est pas une perversion, la sexualité. On est 5 sur le plateau et on est tous issus de relations sexuelles. Ça, il faut vraiment poser le cadre. C'est ça, la sexualité. Ça insuffle la vie. Et c'est vrai que remettre la sexualité en disant que c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de précieux, de beau, de magique, c'est comme ça qu'on se connecte, c'est comme ça qu'on se dit « je t'aime » et de se dire « bon, voilà, moi j'ai envie de le donner à la personne qui va m'épouser, à la personne avec qui j'aime et que je partage sa vie », c'est un véritable cadeau. Et moi, je dis bravo, mesdames, parce que c'est vrai que quand on est jeune, qu'on a 17 ans, on a envie d'explorer plein de choses. Plein de choses. C'est clair. Tout à fait. J'allais demander aussi, est-ce qu'il y a un impact sur la santé, alors physique, Émilie l'a un peu évoqué au début pour des raisons très simples, c'est qu'effectivement si... Les hormones. Voilà. Et surtout si on n'a pas de rapport sexuel, bon, en principe, on est préservé a priori de certaines maladies d'IST, a priori, je ne dis pas s'il y a bien évidemment d'autres moyens de contamination, mais en tout cas, ça enlève déjà une grosse partie. Par contre, qu'en est-il du point de vue mental ? C'est-à-dire, si on rentre, et peut-être que c'est une question même pour vous, si on rentre dans cette phase de décider d'être abstinent, donc encore une fois là, on est sur quelqu'un qui a décidé, qui ne subit pas, qu'est-ce que ça apporte
mentalement? Alors après, moi j'ai envie de faire quand même le distinguo entre une abstinence secondaire et une abstinence primaire. Quand on est abstinent secondaire, c'est vrai que c'est très compliqué de se dire là il faut que je tienne, et puis il y a des tentations, il y a des mannequins, il y a des footballeurs qui viennent toquer à la porte. Hello, je suis là, tu es très jolie. Exactement, des pains croustillants, craquants, etc. Oui. Et c'est vrai que c'est dur de se dire bah oui, c'est vrai que moi je connais la chose, j'ai envie d'être tentée, etc. Mais ça peut, surtout chez les hommes, surtout provoquer énormément de stress et d'anxiété. Parce que les hommes n'abordent pas la sexualité de la même façon que les femmes. C'est limite un besoin fondamental pour les hommes. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Oui. Les besoins fondamentaux des êtres humains. La toute première, la base de la pyramide, c'est manger, dormir, respirer et la sexualité. Donc c'est vrai que quand on est abstinent secondaire et qu'on connaît la chose, la sexualité peut devenir une source d'anxiété et de stress parce que pour beaucoup d'hommes, c'est une façon de pouvoir se libérer et de déstresser. Quand on est abstinent primaire, on a moins ce problème-là. Et d'ailleurs, même le 4e témoignage, le monsieur devrait peut-être se poser la question sur son orientation sexuelle. Je ne parle pas de homosexualité. Là, je parle d'asexualité. Alors peut-être que ce monsieur-là est asexuel, donc je rappelle ce que c'est que la sexualité, c'est le fait de ne pas ressentir d'envie, de pulsion sexuelle. Et je précise, sans vouloir vous couper, juste pour qu'on entende bien, il y a la sexualité en général, et puis la sexualité, c'est-à-dire que c'est pas écrit de la même manière. C'est tout attaché. Voilà. Être asexuel. Être asexuel, voilà. Être asexuel. Donc je le dis, ça fait partie de l'acronyme LGBTQIA+. Le A, c'est asexuel. Pas du tout de sexualité. Voilà, pas l'envie. Pas d'envie. Voilà, de rapport sexuel. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de pulsion. Voilà. Alors, il ne vit pas ça comme une souffrance. Donc moi, j'ai l'impression que ça ressemble à de la sexualité. Est-ce que c'est quelque chose dont on devrait se faire traiter, entre guillemets? Ah non, pas du tout. C'est une orientation sexuelle. Là, il y a des personnes qui sont bisexuelles, homosexuelles, hétérosexuelles. Ce monsieur-là est asexuel. On considère que c'est une orientation sexuelle. C'est ça. Pas avoir de désir, finalement. C'est ça. Pour l'autre. Et généralement, ces personnes-là, comment est-ce qu'elles le vivent? C'est-à-dire quoi? Jusqu'à la fin de leur jour? Jusqu'à la fin de leur jour, elles sont comme ça. Il le dit d'ailleurs, que ce soit je choisis de rester abstinent sans que ce soit une souffrance. Et c'est ça qui me fait penser au fait qu'il est peut-être asexuel. Et c'est quelque chose de normal. C'est ce dont on parlait, du coup. Oui, alors parce qu'on a eu un peu ce débat en off avec Méliane, où je lui disais que dans les différentes motivations que quelqu'un peut avoir pour justement devenir abstinent, il y a ce qu'on a beaucoup entendu, effectivement, surtout dans les communautés afro, effectivement, la religion a quand même un poids, mais qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas. Qui, tout simplement, n'aiment pas le sexe. Et je pense que ce serait presque bizarre. Enfin, il y a quand même une différence entre ne pas aimer et ne pas ressentir l'envie. D'accord. Ok. Alors, les personnes asexuelles, elles ne ressentent pas d'envie. Une fois qu'elles se retrouvent dans des conditions où, il y a du sexe. Le désir naît. Je sais pas. Alors, on va poser... Même peut-être qu'il n'y a pas de désir, mais est-ce qu'elles prennent plaisir pendant l'acte sexuel? Alors c'est de tout ça dépend, vraiment. Chez les femmes, nous les femmes, pour pouvoir avoir envie d'avoir de la sexualité, il faut quand même être un minimum excité, un minimum détendu. Et quand on n'a pas l'envie, du coup, on ne va pas sentir. Oui, bien sûr. Il n'y aura pas de... Voilà. On va prendre l'exemple d'un gâteau. Alors, tu es rassasié, tu n'as plus faim. Et tu n'as pas envie de manger le gâteau. On va te le présenter, tu vas le manger le gâteau. Mais il n'y aura pas forcément d'appétit particulier. Il n'y aura pas de dégoût, mais ça ne va pas être... Après, ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Tu peux le trouver bon, mais sans plus. Il n'y a pas d'appétit. Et donc ça, ce serait quelqu'un qui est asexuel. Voilà. D'accord. Il peut ressentir des choses, mais les femmes qui sont asexuelles, d'ailleurs j'en ai rencontré une et j'en accompagne une, et c'est là vraiment où j'ai pu poser le mot, peut-être que tu es asexuelle, elle a des relations sexuelles avec son mari sans plaisir, mais elle en a. C'est compliqué, mais elle en a.
Ouais, là, ça suscite beaucoup. Oui, ça non, suscite mais beaucoup d'interrogations. Parce que, non, mais parce est-ce que avant son mari, pour le coup, est-ce qu'elle avait déjà des... Non, est-ce qu'elle c'était ressentait son du premier. En plaisir? tout cas, dans ce cas-là, c'était son d'accord. premier. Donc elle ne peut même pas mesurer, voilà, c'est même pas si elle c'est peut son pas mari savoir si- oui. Voilà, qui elle l'a, peut ça se fait pas pas aussi. Enfin, mesurer, Oui. mais il y a des choses, il y a des petits facteurs des quand même signaux, où je ouais. me dis que non, c'est peut-être de la de la sexualité. sexualité. Ah, Wow. dis donc. Moi, j'allais du coup, effectivement, donc on a parlé de la sexualité, mais on avait parlé aussi de ceux qui subissent leur l'absence, qui subissent l'abstinence. Oui. Et ça m'a fait penser. Alors, je pense qu'en Afrique subsaharienne, on n'entend pas vraiment beaucoup parler de ça. De l'autre côté de la planète, quand même un peu plus, les célibataires involontaires. Qui assez souvent sont des hommes, en tout cas c'est ce qu'on entend, et justement parce qu'ils ont une privation de sexe, ou en tout cas n'ont pas accès au sexe parce que voilà, les femmes ne s'intéressent pas à eux, grosso modo, ça devient une colère, ça devient une frustration. Et en fait, ça me refait penser à ce que vous disiez un tout petit peu sur les besoins primaires, Ouais, etc. fondamentalement. Est-ce que pour vous, ça fait sens, hein, pour des Oui, hommes en complètement. particulier? Pour les hommes, oui, effectivement. Il y a même un terme qu'on utilise, c'est la misère sexuelle. La misère sexuelle. Oui, Ah, ouais. si. Et c'est vrai que, bon, ça fait un peu débat sur Internet en disant que, bon, voilà, si on n'a pas de ces relations sexuelles pendant un an, on ne meurt pas, quoi. C'est pas non plus pas comme manger, dormir, respirer. Si on ne mange pas pendant 3 jours, même 3 mois, même, c'est sûr qu'on est mort. Bah oui. Mais moi, justement, j'avais cette conversation-là avec un de mes confrères. C'est vrai que indirectement, ça a énormément d'impact sur la santé mentale, surtout chez les hommes. Oui, on revient. Manque de concentration, anxiété, stress. Est-ce que colère aussi? Colère, ça se transforme en colère, colère, oui, effectivement, oui, irritabilité. en colère. irritabilité. En hein. irritabilité, oui, parce que quand les femmes n'ont pas envie, parce que donc elles ont leur charge mentale ou qu'elles sont enceintes, etc. Pour un homme, c'est extrêmement confrontant de se dire que je n'ai pas assez ou je n'ai pas de relation sexuelle. Interrogez tous les hommes autour de vous et essayez de demander est-ce que pendant 1 an avec ta femme, tu peux ne pas avoir de relation sexuelle. Je suis sûre que 100% des hommes, et bon, il n'y en a pas sur le plateau, mais en off, on pourrait demander et vous direz non, c'est pas possible. Ouais. Moi, j'ai besoin de ça, c'est ce qui me permet de me détendre, ce qui me permet de me concentrer, c'est ce qui me permet de... Parce qu'en fait, un homme, toute la journée, il est au travail, il se tue, il fait une femme aussi, hein, mais là, je parle vraiment du cas des hommes. Et il est là, il est stressé, et quand il arrive à la maison, il n'a qu'une seule envie, c'est de se détendre. Et la détente, ça passe par la sexualité. Une femme, c'est le contraire. Toute la journée, elle est stressée, il y a les enfants, ensuite elle rentre, il faut qu'elle fasse à manger, il faut qu'elle fasse ça. C'est la charge mentale d'une femme. Et le soir, tout ce qu'elle a envie, c'est de dormir. De respirer, de se relaxer. De se relaxer. Oui. Or, une femme, quand il faut qu'elle ait une relation sexuelle, elle a besoin d'être détendue Tout à fait. avant la relation sexuelle. Un homme, il se détend avec. Après, ou avant, ouais, Avec. après, ouais. Donc, il a besoin de ça pour se détendre. Et c'est vrai que ça Ça C'est compliqué, occasionne quand même des frictions. des frictions, effectivement. dans le coup, bon, c'est un peu écarté du sujet. Mais... Oui, non, mais je pense que ça Si, reste si. lié, hein, ça reste très lié. Départ, oui. Merci Wow. beaucoup. On va justement continuer cette conversation en regardant un tout petit peu le sujet, comment il est perçu dans la pop culture, notamment une célébrité qui a pris la parole là-dessus. Mais je vous en dis pas plus, c'est parti pour la rubrique Mise en perspective. Alors, Méliane, ce sujet de l'abstinence, on le retrouve assez souvent sur la toile, dans le showbiz, etc. Absolument. Et cette fois-ci, on va, puisqu'on a beaucoup parlé de convictions religieuses, on a un peu celui qui est devenu l'un des ambassadeurs au niveau de la Absolument. jeunesse chrétienne. De l'abstinence sexuelle. De l'abstinence sexuelle De la en chasteté. Afrique et de la chasteté en Afrique francophone. Donc, Ouais. il s'agit de... Keith Bloom. Donc Keith Bloom, c'est ce jeune homme que vous voyez là, artiste gospel, 28 ans. Je pense que même si on n'est pas très branché On voit quand même qui c'est, musique forcément. gospel, Oui. normalement, on Oui. sait c'est qui Keith Bloom. Mais bon, voilà, il cumule des millions de vues sur ses chansons. Donc voilà, il est très connu. Mais il s'est surtout fait l'avocat ou le porte-parole, justement, de cette cause-là, qui est la chasteté jusqu'au mariage. Pour la jeunesse chrétienne, parce qu'évidemment il est chrétien et donc il se positionne sur cette créneau-là. tranche-là. Et donc voilà, il en a beaucoup parlé, il a été
toujours très ouvert sur ce sujet, sur ses réseaux sociaux. Il a toujours parlé d'abstinence, il a toujours parlé de chasteté jusqu'au mariage. Et d'ailleurs, c'était l'un des sujets sur lesquels on l'interrogeait le plus, tout le temps. C'est sûr. C'est-à-dire que si on invite Kyles Bloom sur un plateau, même si c'est pour parler de son dernier album, on va lui quand demander, même poser la question. C'est comment l'histoire de la chasteté? Et il était toujours très ferme là-dessus, jusqu'à très récemment, jusqu'à ce qu'il aille sur un plateau et qu'il s'ouvre, qu'il décide de faire une confession sur justement cette marche dans la chasteté. Donc il a employé le terme chuter. Il a dit avoir chuté dans sa marche. On a un extrait? Alors, on va essayer de le projeter. Pour la gloire de Jésus, je vais parler ici pour éclaircir tout le monde. Moi-même, ça va m'aider à me libérer aussi. Kyles Bloom devait se marier en 2021. Kyles Bloom allait voir les parents de la dame. Ils ont dit de laisser la fille tranquille. Elle va aller à l'école. Deuxièmement, quand cette relation n'a pas abouti, je suis mis avec une fille qui était apparemment, qui avait des valeurs et tout. Au moment de me concrétiser, je parle d'elle à mon ami qui me dit que lui, il couche avec la fille et que la fille a son sugar daddy et tout ça. Et je suis avec toi, il ne fait pas. Moi, il ne fait pas, je suis dans ma chasteté et tout ça. Tu vois? Goumet encore là, il n'y a pas de drap. Mais c'est pour Jésus. Les gentilles personnes, les bonnes personnes souffrent en amour, tu vois. Kyles Bloom s'est mis dans une relation maintenant, deuxième relation officielle avec une autre fille. Tout l'entourage sait comment ça s'est fini. Ça s'est mal passé. Goumet encore. Donc j'ai dit, la prochaine personne que je vais afficher, ça sera la bonne. Parce que sinon, ça va devenir comme si je ne suis pas sérieux. Et j'étais vraiment dans un temps de dépression. J'ai chuté. J'ai péché. Je suis tombé dans l'impudicité. J'étais dans une période où je ne me retrouvais pas. J'avais deux choix. Soit je continuais ma vie, ou je décidais de me relever, de m'accrocher à la miséricorde de Jésus et de marcher avec lui. J'ai choisi la deuxième option, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je continue la mission. Vous voyez? Et comment ça a été reçu? Alors, opinion très divisée. C'est-à-dire que d'un côté, les gens qui étaient convaincus depuis le début qu'il mentait et qui donc étaient en mode voilà, enfin tu dis la vérité. Voilà, parce qu'il soit chaste. Qu'il soit chaste. Voilà, parce que voilà, un artiste, jeune homme, plutôt beau, qui a du succès, voilà. On se dit, c'est pas possible. Et voilà, la plupart du temps, les gens n'arrivaient même pas à s'imaginer que c'était possible, en fait, pour un jeune homme. Et il a décidé de se confier, en fait, sur ce sujet en affirmant qu'il avait trébuché dans sa marche, tout simplement, mais qu'il reste convaincu, en tout cas, de l'importance, en fait, de marcher dans la chasteté. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, est-ce que si, à un moment donné, tu trébuches, on considère que tu es toujours abstinent le lendemain? Oui, d'accord. Il y a quand même une différence entre chasteté et abstinence. Hein. D'accord. Bon, mais c'est vrai que dans le milieu chrétien, ils utilisent le terme chasteté. Est-ce que vous serez d'accord avec ça? Oui. Je suis d'accord avec... Qu'il y a une différence entre les deux. D'accord. Ce serait quoi la différence, la nuance? La différence, je dirais que c'est plus... la chasteté, c'est dans l'attitude, dans la vertu. C'est vraiment une conviction qui est très proche de la religion. Alors que l'abstinence, n'importe qui peut devenir abstinent par choix. D'accord. Voilà. C'est juste l'abstinence, c'est le fait de ne pas avoir de relations sexuelles. Alors que la chasteté, on ira même plus dans le comportement même. C'est plus global. Voilà. C'est très subtil, mais c'est différent. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, quelqu'un peut être abstinent sans avoir aucune forme de religion. Aucune forme de religion. Sans que ça n'ait aucun rapport avec des croyances. Une personne peut même être abstinent et ne pas être chaste dans son... Il peut regarder des films porno, il peut... Voilà, mais... Est-ce qu'à ce moment-là, on considère que... alors, est-ce que la chasteté englobe quand même... Est-ce que dans la chasteté, on a l'abstinence? Dans la chasteté, il y a l'abstinence. D'accord, mais dans l'abstinence, il n'y a pas nécessairement la chasteté. Voilà. Interesting. Ah, d'accord. Donc, alors, pardon, je vais être un peu cru, mais est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire, du coup, que si on est abstinent, par exemple, se faire plaisir soi-même, est-ce que ça rentre quand même dans de l'abstinence? Ah oui. En fait, ça rentre pas dans l'abstinence parce que le sexe solo, ça reste aussi du sexe. Ok. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire que si, par exemple, une femme décide d'être abstinente, mais qu'elle a, par exemple, des jouets sexuels... Ah oui, non, mais ça, on parle de masturbation. Oui. Donc, non. Quand il y a sexe solo, du self-pleasuring, comme on dit, du plaisir à soi, c'est de la sexualité, mais seul. D'accord. Donc, on parle plus d'abstinence. C'est plus du tout quelqu'un d'abstinent. D'accord. C'est quelqu'un de sexuellement actif, juste avec... Solo. D'accord, ok, très bien.
Donc voilà, en tout cas, Kaes Boum Keïa a décidé de s'ouvrir sur son... Le fait qu'il ait trébuché un tout petit peu. Le fait qu'il ait trébuché un tout petit peu, voilà. Et c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On va partir sur un couple sur TikTok, qui eux aussi ont décidé de s'ouvrir. Ils ont décidé de parler. On va regarder et puis on va revenir. D'accord, c'est parti. On a vécu dans l'abstinence pendant 4 ans et demi de relation pour notre mariage. Bien sûr que on a vécu 4 ans et demi dans l'abstinence avant notre mariage. Bien sûr qu'on s'est jamais posé la question si ça allait matcher à ce niveau-là. Ouais. On savait que ça allait le faire et on a fait tort. Ok. On a vécu 4 ans et demi de l'abstinence. Bien sûr que ça valait le coup d'attendre parce que t'es mal matos. En plus, j'allais dire quoi? J'allais dire, on a vécu 4 ans et demi d'abstinence. Bien sûr que c'était dur pour lui. Regardez la bouffe qui est en face de lui. On a vécu 4 ans et demi de relation dans l'abstinence avant le mariage. Bien sûr qu'on a eu le temps de faire absolument tous les musées de Paris et toutes les activités et qu'on se connaissait très bien. On a vécu 4 ans et demi dans le salon. Bien sûr que tu viens de prendre ma phrase et du coup j'ai plus rien. Tu mens? Je rigole. On a vécu 4 ans et demi de relation jusqu'au mariage. Bien sûr que personne ne me croit quand je le dis. Et ceux qui me croient, ils pensent que je suis un surhomme. On a vécu 4 ans et demi d'abstinence avant le mariage. Bien sûr que j'ai l'impression des fois qu'on est des ovnis. Et c'est un peu un flex en vrai. Parce que j'ai l'impression que c'est super rare au final. Dites-nous. Hein. Ouais, c'est vrai. Dites-nous. On a vécu 4 ans et demi dans l'abstinence. Bien sûr qu'aujourd'hui on est mariés. Mais si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Ouais, franchement, moi non plus, je regarde pas. C'est dingue. On a vécu 4 ans et demi dans l'abstinence avant notre mariage. Bien sûr que vers la fin, personnellement, je pète un câble. Et j'ai même envoyé une vidéo en pleurant à l'une de mes meilleures potes. Et elle s'est moquée de moi. On a vécu 4 ans et demi dans l'abstinence. Bien sûr que c'est pas évident tous les jours. Bien sûr que c'est dur. Mais on n'est pas mort. Hein. Mais on n'est pas mort. Genre, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. On a vécu 4 ans et demi dans l'abstinence avant notre mariage. Bien sûr qu'en tant que femme, c'est incroyable parce que tu dis que la personne en face de toi t'aime vraiment pour ce que tu es et pas juste pour ton corps. On a vécu 4 ans et demi dans l'abstinence avant notre mariage. Bien sûr que je sais qu'en commentaire, il y a des gens qui vont dire que c'est des pratiques du Moyen-Âge. On a vécu plus du temps dans l'abstinence. Oh, tu dis 8 ans? On a vécu plus du temps dans l'abstinence. C'est chiant. C'est bon, il a ressenti ça en 8 ans. C'est ça. Lui, il a vécu ça 8 ans. D'accord, très intéressant. Donc en fait, c'est une vidéo qui a fait beaucoup polémique parce que très repartagée, très commentée. Il y a des commentaires qui disaient alors moi, ça fait 2 jours et je suis en train de tomber malade. Donc, pour vous dire, mais c'est surtout, en fait, on réalise que plusieurs personnes se disent que c'est limite impossible, en fait. Parce que quand tu es loin de cette réalité, tu peux pas imaginer en réalité que c'est possible. Et je pense que c'est pour ça que ça fait couler autant, aussi bien dans le cas de Kaes Boum que dans le cas de ce couple-là. On réalise que c'est un sujet qui fait toujours couler beaucoup d'encre et qui suscite beaucoup d'interrogations et de... Voilà. Peut-être parce qu'effectivement, les gens ont l'impression que c'est particulièrement difficile de se retenir, en particulier quand on est amoureux, parce que j'ai envie de dire, le sentiment amoureux te pousse dans l'autre sens. C'est justement de te rapprocher, le rapprochement des corps, forcément. Après, c'est difficile de résister. Mais justement, j'allais peut-être demander à Ndeye s'il y avait une chose qui était la chose la plus dure à gérer, c'est quoi? En 7 ans. Bon. En 7 ans, c'était vraiment difficile d'accepter les noms, déjà. D'accepter des noms. C'est-à-dire des hommes qui venaient vers moi, par exemple, et que j'aimais bien, physiquement. Et lorsque je leur parlais de l'abstinence, ils partaient. Ça me blessait quand même. J'imagine, ça doit pas être évident. J'avoue que ça me blessait. Bravo. Le plus dur. Bon, le plus dur, comme elle a dit, souvent tu es attiré par certains hommes et tout ça, et qui ont l'air bien. Et quand tu leur affirmes, tu leur donnes ta décision de rester abstinente, ils s'en vont. En fait, ça fait mal. Ça fait quand même mal, mais bon. C'est un choix, donc il faut assumer, il faut rester ferme. Assumer ses choix, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Méliane, pour ces deux news et ces partages par rapport à Kaes Boum et cette vidéo de ce joli couple, par ailleurs, sur TikTok. Ils sont mignons. J'allais demander à Elvira, en revenant un peu sur la conversation de tout à l'heure. Alors, on a parlé des différents types d'abstinence qu'il y a. On a parlé aussi de la différence de comment c'est perçu, selon qu'on soit un homme ou une femme. Mais est-ce qu'on... Alors, je sais que c'est une question qui a un vrai débat que j'ai eu avec des amis. Okay. Parce qu'en fait, tout à l'heure, vous avez mentionné la notion de misère sexuelle.
Et en fait, j'ai des amis qui n'arrivent pas à croire, hommes, qui n'arrivent pas à croire qu'il y a des femmes qui subissent aussi une forme de misère sexuelle. C'est-à-dire, dans la tête de beaucoup d'hommes, une femme ne peut être abstinente que par décision. Mais si elle veut, forcément, il y aura toujours un homme qui sera disponible. Moi, je suis beaucoup plus nuancée sur le sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez avec votre expérience, justement. Moi aussi, je suis beaucoup plus nuancée sur le sujet. Parce que... dans la tête des hommes, la femme est un peu maîtresse de la décision de est-ce qu'on va, dans une relation, hein, dans un début de relation, est-ce qu'on va accoucher ensemble ou pas. C'est à partir du moment où elle donne son top, eh ben moi je suis prête, j'y vais. Donc dans l'inconscient, après ça se fait beaucoup dans notre communauté, les femmes sont reines un peu du game. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne au niveau de la libido, déjà, premièrement. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne au niveau de l'apparence aussi. Voilà, de l'apparence, chercher le mot. Oui, non mais voilà, l'attraction. L'attraction, l'apparence. Et même, il n'y a pas que l'apparence, il y a aussi le charisme, le fait d'attirer des hommes, etc. Donc oui, il y a des femmes qui sont qui subissent, du coup, l'abstinence sexuelle. Mais on peut aussi subir l'abstinence sexuelle. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une personne que j'ai accompagnée, d'une jeune femme qui n'a aucun problème au niveau de son physique, qui est vraiment très belle, qui vient de se séparer et qui voit ses amis autour d'elle avoir des crushs, des one-shots, comme on dit. Et pour elle, elle aimerait bien, mais pour elle, c'est impossible. C'est impossible de sauter le pas. Pourquoi ? Parce que pour elle, il y a ce qu'on appelle le langage sexuel. C'est un peu comme le langage amoureux de Gary Chapman. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ben, c'est la même chose pour les langages sexuels. Donc, il y a plusieurs langages sexuels. Donc, il y a le langage primaire, sensuel, énergétique, transgressif, et le langage où on a un petit peu tout. Voilà. Et quand cette jeune femme, elle a le langage énergétique, elle a le langage sacré. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de connexions extrêmement profondes avant de pouvoir accéder à la sexualité. En gros, c'est qui tu es. Qui tu es toi dans ton être, dans ton âme, pas seulement comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie, ça ok, mais vraiment besoin de comprendre, besoin d'attachement, besoin de confiance, besoin de vraiment pour pouvoir se lâcher. Et pour cette jeune femme, c'est pas possible d'avoir ce lâcher prise. Donc du coup, elle subit un peu son abstinence sexuelle. Voilà. Donc oui, pour les femmes, il peut y avoir. En plus, moi, j'aime pas forcément le mot misère sexuelle parce que c'est bon, la misère, faut pas abuser non plus. Hein, on va pas mourir. Comme ça, en tout cas, j'ai l'impression je peux comprendre qu'on puisse le vivre comme ça, mais le mot misère me dérange parce que je me dis, la misère, c'est quand on n'a pas d'argent, qu'on ne peut pas manger, quand il y a un enjeu vital. Alors que là, non. Oui, effectivement, ça peut jouer sur l'anxiété, la santé mentale, etc. Mais directement, il n'y a pas d'enjeu vital, quoi. D'accord, pour parler de misère en tant que telle. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu eu la même gêne que vous sur cette formulation-là, mais surtout parce que chaque fois que j'entends misère sexuelle, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment que ça leur est dû. Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, le sexe leur est un peu dû, et le fait qu'ils ne l'obtiennent pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que en fait, le fait qu'ils n'obtiennent ça, c'est un peu... c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. D'accord. Comme des enfants. Je parlais de colère et de... Oui, parce que c'est un peu ça qui ressort. Parce que là, maintenant, on surfe un petit peu avec ce qui est un peu consentement. Bon, je fais un peu le lien. Tout ce qui est viol conjugal, voilà. Oui. Parce que là, on est en plein dedans. Oui. Quand une femme accorde à son mari... je pense qu'il y avait une présentatrice ivoirienne qui disait que si, pendant un mois, elle donnait pas à son mari, ça la regardait et que voilà. Là, on est dans le consentement. Et c'est pas parce qu'on est marié qu'on doit une relation sexuelle à son mari. Dans notre communauté, c'est extrêmement difficile pour les hommes d'entendre ça. C'est vraiment difficile. J'aimerais qu'on inverse un petit peu. Est-ce que dans le sens inverse, ça marche aussi? Pareil. Dans le sens inverse. Que pendant 3 mois, son mari ne veut pas. Ah bah oui, là on parle. C'est OK? C'est OK, bien sûr, puisque pendant 3 mois, son mari ne veut pas. Peut-être que, je ne sais pas, il a des problèmes dans sa tête, des problèmes dans son travail. Peut-être qu'il souffre même d'impuissance sexuelle et qu'il a peut-être honte, etc. Mais tout ça, ça se discute. Il faut poser, qu'est-ce qui se passe, chérie? Est-ce que tu veux qu'on aille voir quelqu'un? Est-ce que ça se discute? Parce que vous êtes un couple, vous êtes une équipe, vous êtes un binôme. Discutez, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut
faire pour débloquer la situation. S'imposer, dire écoute, c'est moi l'homme, tu me dois, mais c'est pas ça qui va débloquer la situation. Et est-ce qu'on a vraiment envie, après pour certains hommes ça dérange pas, d'avoir une relation sexuelle avec une personne qui est inerte et qui n'a pas envie? Qu'est-ce que ça dit de nous? C'est justement ce que vous disiez tout à l'heure par rapport, je pense que c'était une de vos patientes qui finalement est mariée mais se révèle être asexuelle, mais a quand même des rapports sexuels avec son mari par devoir probablement. Ah, clairement. Dire. Oui. Par devoir conjugal, mais du coup, moi, je trouve que la question du consentement là-dessus est quand même un peu borderline parce que... elle est clairement à se poser. Par le devoir, quand on doit payer ses impôts, c'est un devoir. On est obligé, sinon on va en prison. Là, le devoir conjugal, là, on surfe un peu avec le viol. Oui, voilà. C'est bien ça mon problème. Je trouve ça très... Donc, elle donne son consentement parce qu'elle veut être une bonne épouse. Non, c'est pas un consentement. Ça, pour moi, quand on donne son consentement, le consentement, c'est quand on donne son consentement et qu'on peut avoir l'opportunité de dire non, sans pression, sans obligation. Quand on dit oui, parce qu'on se dit, bon, allez, j'y vais, il boude, etc. C'est pas du consentement, ça. Mais est-ce que c'est pas lié aussi à un point que vous avez abordé tout à l'heure, qui est que vous parliez de l'importance chez les hommes d'avoir du sexe, comme quoi ils se libèrent à partir des stress. Après, et donc, si tu aimes ton mari, même si tu n'en as pas forcément envie, et tu sais que c'est le seul moyen pour lui. Par lequel apparemment il peut être déstressé, c'est vrai que ça met une sorte de pression un peu émotionnelle, dans le sens où ça fait longtemps, il faut que je le libère, etc. Mais si vraiment un homme veut avoir la relation sexuelle et qui sait comment fonctionne sa femme pour lui insuffler l'envie, ça se travaille avant. Une femme, quand elle a envie pour donner envie à une femme d'avoir du sexe, il faut travailler son cerveau. C'est-à-dire le matin, tu sais que tu as envie de faire ça le soir, sois malin. Envoie-lui un petit texto, envoie-lui des petits trucs. Il ne sort pas du tout. Parce que il faut la mettre dans les conditions. Exactement, il faut la mettre dans des conditions où le soir, t'as ton pain en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Et que pour certains, j'ai une phrase qui résonne tout le temps, non mais il faut aller à Venise pour pouvoir coucher. Oui, va à Venise en fait, allume les lumières, les pétales, etc. Au moins tu sais que elle est détendue, elle se dit ah mon chéri il a fait l'effort, voilà. Et puis elle a envie et c'est pas pareil quand une femme elle vous désire que quand elle se dit je suis obligée, donc je fais le taf et puis je ferme les yeux, je fais l'étoile de mer. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que la charge mentale dont on parle sur les femmes, en fait, elle impacte même la sexualité que les hommes veulent. Parce que s'ils veulent avoir une femme, une conjointe qui, à la fin de la journée, est vraiment disposée. En fait, elle ne peut pas arriver disposée au lit si sa tête est remplie. Bien sûr. Si elle sort d'une grosse journée de travail. Et qu'en plus, elle a dû venir faire la cuisine. Exactement. Donc, du coup, elle ne voit la sexualité que comme un devoir. Tout le monde perd. Or, si elle sent qu'elle est aimée, qu'elle est choyée, qu'elle est soutenue, forcément, les résultats sont récoltés au lit derrière. Donc, exactement. Et on sent quand même la différence. Je pense que beaucoup d'hommes, voilà. Mais on vous donne des conseils, vous avez intérêt à les écouter. Et parlons de conseils, justement, on va passer à la dernière rubrique. Ce sera justement des recommandations pour aller plus loin sur le sujet. C'est parti. Alors, pour conclure un tout petit peu ces discussions qui ont déjà été, je pense, très riches, on va avoir quelques recommandations pour vous. Vous le savez, vous retrouvez tout ça sur Internet. On va commencer par un livre. Alors, c'est un roman qui s'appelle tout simplement Abstinence, on ne peut pas faire plus clair. C'est un ouvrage de Lisa Mouna, donc c'est publié aux éditions Maya. Alors c'est une fiction, je ne vais pas trop spoiler, on va dire tout simplement que c'est l'histoire d'Emma. Emma a 25 ans, elle a fait un serment avec deux de ses copines. Elle a fait un serment notamment de rester abstinente. Et puis, à l'âge de 25 ans, il y a quelque chose qui lui arrive. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir un peu davantage sur cet ouvrage, vous le trouvez en ligne sur Amazon ou alors sur le site des éditions Maya. On va continuer toujours dans le registre de la lecture. Et là, ce sera avec un autre livre qui s'appelle « Réajuste ta couronne », qui apparemment a été plutôt bien accueilli dans les milieux, on va dire, chrétiens, parce qu'il fallait aussi parler d'une autrice qui est vraiment très portée sur les convictions religieuses. Donc, c'est le cas de l'autrice qui s'appelle Rebecca Lhomme. Elle est béninoise. Elle est notamment blogueuse. Vous la retrouvez sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Et dans le livre « Réajuste ta couronne », alors, à la base, est consacré plus ou moins à comment gérer la déception amoureuse en ayant une foi en Dieu. Si je résume très bien. Et donc, le livre ne parle pas que d'abstinence, mais par contre, a un chapitre quand même où justement cette thématique-là est abordée, où vraiment il y a une question amour versus luxure.
Et je pense que ça rejoint un peu ce qui était dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la perception quand même qu'on peut avoir de la sexualité. Voilà, elle y revient, mais avec du coup un point de vue chrétien, jeune chrétienne. Donc je pense que pour peut-être les jeunes femmes sur le plateau ou celles qui nous regardent, je sais qu'il a été vachement recommandé, ce livre-là, par des jeunes femmes chrétiennes. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Je sais qu'elle a écrit aussi un autre ouvrage un peu dans les mêmes eaux. La troisième recommandation, c'est une vidéo, cette fois-ci, une vidéo YouTube qui s'intitule « Réussir sa sexualité après l'abstinence ». Parce que alors là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'avant le mariage, mais il y a aussi après. Voilà. Ouais. Donc cette vidéo, elle est publiée par un couple, c'est Stéphane et Raïssa. Je ne sais pas si sur le plateau on voit qui c'est. Hein. Donc ils ont une chaîne qui s'appelle Mariage épanoui avec Dieu. Ils sont mariés, je crois, ensemble depuis 8 ans, mais mariés depuis 6. Et d'ailleurs, je crois, se sont embrassés pour la première fois le jour de leur mariage. Donc, c'est pour vous dire à quel point, du coup, la question de l'abstinence, ils la maîtrisent. Et donc ils en parlent pas mal dans leur vidéo. Donc n'hésitez pas à retrouver, c'est sur YouTube, ils ont d'autres vidéos aussi. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont monté justement une académie pour accompagner les couples chrétiens, en tout cas les couples abstinents. Donc ça peut être aussi intéressant de voir ce qu'ils racontent, même si vous n'êtes pas nécessairement d'ailleurs chrétien. Hein. Voilà, donc c'est Stéphane et Raïssa, Mariage épanoui avec Dieu. La chaîne est sur YouTube. Et j'avais envie de finir sur un peu ce qui, moi, en préparant cette émission, j'ai envie de dire, même c'est ça qui m'a un peu inspiré sur ce sujet il y a quelques mois. C'est un podcast, on va dire en 4 parties, en 4 épisodes, qui s'appelle « Vivre sans sexualité ». C'est un documentaire audio que vous retrouverez en ligne, donc c'est par France Culture. Je vous recommande, mais vivement, d'écouter ce documentaire en 4 parties. Il est par Ovidi, qui aujourd'hui fait des documentaires, mais avant était connue comme actrice dans le milieu des films pour adultes. Et aussi, elle l'a fait avec Tancred Ramonet. Et vraiment, je vous recommande pourquoi ? Parce qu'en fait, on explore les différentes facettes par lesquelles on peut vivre sans sexualité. Et ça rejoint un peu ce qui a été dit ici. Donc, on écoute les témoignages de personnes qui sont asexuelles. Je crois d'ailleurs, c'est là-dedans que j'ai découvert même le terme d'aromantique, c'est-à-dire même des personnes qui ne veulent pas de relations amoureuses. Voilà. Ça paraît surprenant, mais ça existe. Et donc, des personnes qui sont asexuelles et qui le vivent très bien et racontent un peu leur cheminement, mais aussi des personnes, comme on l'a dit, qui subissent le manque de sexualité, les personnes qui ont décidé par conviction religieuse. Il y a 4 épisodes, hein. Il y a de la matière, mais vraiment, je vous recommande très, très, très vivement de l'écouter. Ça va vous ouvrir un peu l'esprit. Et je pense que ça permet de voir aussi, quelque part, quelle est la place que chacune et chacun attribue à la sexualité dans son épanouissement, dans son bonheur, etc. Donc vraiment, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu pour cette série audio que vous retrouverez en ligne. Voilà. Avant de conclure, un dernier petit tour de table, mesdames. J'ai envie de dire aujourd'hui, Émilie, est-ce que vous êtes en couple ? Non, célibataire. Célibataire, très bien. Ton niveau, parce qu'on se tutoyait, donc on va rester là-dessus, ton niveau de conviction, de foi que tu pourras trouver quelqu'un, entre guillemets, malgré ton choix d'abstinence, est-ce qu'il est toujours aussi fort qu'avant ? Oui, toujours aussi fort, et même plus. Je veux dire à 100%. D'accord, voilà. Ok, très bien. Les téléspectateurs qui regardent Émilie, qui sont sur le même cheminement. Je suis sûre qu'il y a plein Donne ton Instagram, quelque part, on sait jamais. Elle est déterminée. Elle est déterre, effectivement. Très bien. Ndeye, un peu même question aujourd'hui. Comment par rapport à tout ça, comment tu te sens Bon, après 7 ans, j'ai envie de dire. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, mentalement, spirituellement, sur cette question-là ? Bon, déjà, je me dis, faire 7 ans. C'est un temps qui passe. Donc, au fur et à mesure que les années passent, je me rapproche de mon mariage. Donc, je me rapproche de rencontrer la bonne personne. Donc, je suis à 100%, ce mindset-là, c'est génial. Je suis à 100% convaincue que je vais rencontrer la bonne personne, mon Adam. Ah, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup l'idée de voir le temps qui passe, non pas comme un fardeau, mais plutôt par le fait que ça te rapproche de nos objectifs. Ah, j'adore. C'est très bien. Très, très bien. Alors, et on finit avec un peu Elvira, peut-être des conseils qu'on pourrait donner pour des personnes qui réfléchissent, que ce soit subi, que ce soit décidé au niveau de l'abstinence. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour mieux vivre ça ? Pour mieux vivre, ce qui est important aussi, c'est de bien s'entourer. L'entourage, c'est hyper important. Choisissez des personnes qui vous comprennent ou qui vivent la même chose que vous, ça, c'est hyper important. Ensuite, c'est vrai que c'est pas parce qu'on parle d'abstinence que ça ne signifie pas, surtout pour les abstinents primaires, qu'on ne doit pas s'intéresser à la sexualité. Il faut quand même préparer, parce que
Là, on regardait le couple qui s'est embrassé la première fois pour son mariage. Ah, mais vraiment, chapeau bas, quoi. Vraiment, même le bisou, vraiment, waouh, vraiment, je suis impressionnée. Mais d'ailleurs, est-ce que le bisou rentre dans la sexualité? Non, après, bon, il y a des bisous qui sont un peu plus charnels, ou voilà, mais un petit smack comme ça, c'est pas vraiment... Non, on ne considère pas. Voilà. D'accord. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être abstinent, mais s'embrasser quand même. Oui, après, il y a l'intention derrière qui fait que je t'embrasse, ça embrase un peu les envies, etc. Mais un bisou, ça peut rester quand même... un peu chaste. Chaste, voilà. Bisou chaste. Voilà, chasteté. Donc, c'est vrai que le après est important, parce que quand on a vécu toute sa vie en se disant que ben non, pas le sexe, ou le sexe est mal, ou etc. Et qu'au moment, un mariage, ça dure quoi? Peut-être une semaine pour les gros mariages. En une semaine, t'es marié, allez hop, tu passes à la casserole. On commence par quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? On sait à peu près comment ça se passe, mais est-ce qu'on sait ce qu'on ressent? Est-ce que les conseils, en fait, et le fait de s'intéresser à la sexualité parce qu'on est abstinent par condition religieuse est quand même assez bénéfique pour quand on se rapproche ou quand on est dans la situation où on va passer faire à la casserole, j'ai envie de dire, mais où on va aborder la sexualité, on va avoir un rapport sexuel, c'est important aussi. Voilà. De s'y préparer. De s'y préparer. Tout à fait, très bien. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, très bien. En tout cas, merci à chacune d'entre vous vraiment pour cette très belle et riche et j'espère instructive discussion sur le sujet. Je pense qu'on a plutôt bien résumé. D'abord, c'est une affaire de choix personnel, donc que vous ayez envie de faire ou pas, c'est d'abord une liberté personnelle, mais quoi que vous décidiez, renseignez-vous, prenez soin de vous, surtout prenez soin des autres. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode d'Open sur un tout autre sujet. D'ici là, à très bientôt. Merci.